Corps à corps, corps à corps. Et donc, c'est la reprise des débats à l'Assemblée nationale depuis lundi dernier concernant ce fameux budget dont les contours sont toujours flous. Les députés doivent plancher cette semaine sur le volet, la partie recettes de cette projet de loi de finances. Examiner encore près de 1500 amendements. Alors, ils sont censés avoir fini en fin de semaine et proposer un article liminaire sur le budget qui doit proposer l'objectif de déficit public pour l'année à venir. Et si le vote ne passe pas, ce sera le projet budgétaire du gouvernement qui ira directement au Sénat, ce qui réduirait plusieurs semaines de travail parlementaire à néant. Et c'est là qu'on peut peut-être s'inquiéter, puisqu'il y aura la porte ouverte au 49.3, aux motions de censure, et puis toutes les passerelles du gouvernement pour faire passer son texte. Je vous propose d'écouter à ce sujet Éric Coquerel, président de la Commission des finances, qui a régi et qui livre son opinion sur la situation. Écoutez, il va y avoir deux solutions. C'est que nous, on va regarder là, avec nos amis NFP si on vote pour, parce qu'on a beaucoup transformé. Donc il est possible qu'on décide de voter pour. Mais dans ce cas-là, je crains fort qu'on ait la même chose qu'en commission. Le gouvernement décide, avec l'aide du Rassemblement national, parce que tout seul, ils ne peuvent rien faire, de le rejeter. Et si on ne s'entend pas sur le fait de voter pour, on votera contre et les oppositions sont majoritaires. Donc ce texte, de toute façon, sera battu. On ne va pas s'amuser à changer notre vote en fonction des dépenses. Surtout qu'on les aura examinés en commission, donc on aura déjà envoyé un message politique fort. Moi, je crois que ça va se terminer par un départ au Sénat avec un message, c'est que le budget du gouvernement est minoritaire, il a été profondément transformé et le match retour, ça sera après le Sénat. Là, ils vont être un peu plus à l'aise, ils ont une majorité, mais quand ils reviendront à l'Assemblée, ça sera beaucoup moins simple. 49.3, motion de censure, c'est déjà écrit? Moi, je pense que ça finira par un 49.3. Ils ne peuvent pas s'en sortir autrement. Motion de censure. Et là, je crois que, je l'ai déjà dit, mais je crois que ce gouvernement ne passera pas l'hiver. Vous avez entendu ici le président de la Commission des finances. Donc ce texte, il annonce que ce texte sera battu. Finalement, le projet gouvernemental passera. Et ce sera au moment du match retour, après le Sénat, retour à l'Assemblée, qu'éventuellement il y aura des choses qui peuvent passer. Donc tout ce qui se passe en ce moment, c'est finalement des coups de communication pour pas faire passer des messages, comme il dit. Bon, on va faire un point avec nos deux invités, Éric Bocquet et Charles-Henri Gallois. Bonjour Éric Bocquet. Bonjour Madame Yakova. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes un ancien sénateur, puisque vous n'êtes plus sénateur depuis quelques jours, c'est bien ça? Tout à fait. 1er novembre à minuit, j'ai remis mon mandat pour donner la place à mon successeur, génération plus jeune. Félicitations à vous. Est-ce que vous pouvez juste développer 2 secondes, peut-être, c'est vous qui avez décidé de partir? Oui, tout à fait. Je ne suis pas malade parce qu'on m'a posé la question. Je vais très bien. Je ne suis pas désabusé. J'ai vécu 13 années absolument passionnantes. Mais voilà, j'ai fait ce choix et c'était prévu depuis 1 an que le 3e de liste, puisque nous avons 2 sièges dans le Nord, prendrait le témoin que je lui céderais en cours de mandat. Ça vient de se faire et j'en suis très satisfait, très serein. Eh bien, merci en tout cas de laisser la place à la jeunesse, c'est important aussi, et puis à de nouvelles têtes pour plus de pluralité. Alors, je rappelle que vous êtes aussi auteur, avec votre frère d'ailleurs, de Milliards en fuite manifeste pour une finance éthique aux éditions du Cherche-Midi, ou encore La dette à perpète, les nœuds d'une bataille idéologique aux éditions Le Temps des Cerises. Nous sommes également avec Charles-Henri Gallois, bonjour. Bonjour Clémence Sudakova. Merci d'être avec nous ce matin, directeur financier, formé en économie, président de Reprenons le contrôle et encore auteur de Les illusions économiques de l'Union européenne aux éditions Fauve. Alors peut-être pour commencer, Éric Bocquet, sur cette analyse plus parlementaire, dans quelle situation sommes-nous aujourd'hui pour ce projet de loi de finances? Écoutez, le scénario de l'Assemblée nationale était écrit dès le lendemain des résultats de l'élection. Aucune majorité, mais je note quand même qu'avec les votes auxquels on assiste, curieusement, peut-être qu'on aurait pu, M. Macron aurait pu donner une chance au nouveau Front populaire, puisqu'il se trouve que beaucoup d'amendements issus de ces rangs sont votés. Ça, c'est une deuxième remarque. Je pense que le Sénat va se retrouver au centre du jeu, et M. Barnier et le gouvernement va trouver de la stabilité davantage au Sénat qu'il n'en a à l'Assemblée nationale. Voilà, il y a 9 sénateurs qui sont membres du gouvernement, c'est tout à fait historique. M. Barnier est de la famille politique de la majorité du Sénat. Les choses vont mieux se passer pour lui au Sénat. Donc je pense que ce qui aura été voté à l'Assemblée sera sans doute déconstruit au Sénat. Et effectivement, au retour à l'Assemblée, je partage l'avis d'Éric Coquerel, ça se terminera forcément par un 49.3, puisque ce budget sera différent de sa formule initiale. Enfin, on va suivre les choses de très très près.
Oui. Alors, ce projet budgétaire du gouvernement, vous considérez que finalement, là, il ne va pas être modifié de beaucoup pendant cette semaine à l'Assemblée et que tout ce qui se passe sert plus la communication de chaque parti à coup de modification qu'un véritable changement de cap. Monsieur Michel Barnier, il a dit et a voulu laisser la place au travail parlementaire. Là, on ne peut que le suivre et le saluer, mais effectivement, compte tenu du résultat final sur ce PLF en sortie d'Assemblée, la formule ne va pas lui convenir, à l'évidence. Le Sénat, comme je le disais, va rectifier la copie à sa façon, avec une majorité qui lui va bien. Voilà, donc oui, il y a de la communication, mais il y a surtout une bataille politique parlementaire qu'on n'a pas vue depuis longtemps en France, quoi. D'accord, donc malgré tout, vous félicitez, ce temps politique que nous vivons pendant cette semaine? Je me félicite que le Parlement retrouve un peu sa place parce que depuis l'élection de M. Macron, il a été singulièrement méprisé, humilié, oublié. On n'est pas au premier 49-3. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Charles-Henri Gallois, quelle est votre analyse déjà sur ce qui se passe à l'Assemblée, ce qui se joue cette semaine, avant d'aller sur le fond? Oui. En réalité, moi je ne crois pas du tout que le NFP aurait une chance de gouverner parce qu'on assiste à une stratégie très perverse de la Macronie. Si vous regardez les taux d'absentéisme en fait à l'Assemblée de la Macronie, ils sont énormes. C'est près de 4 députés sur 5 qui ne sont jamais là lors des votes. Donc en fait, quelle est la stratégie de la Macronie? C'est-à-dire que la Macronie n'assume pas son propre budget, qui est, il faut le dire, un budget de matraquage fiscal. Ils ont annoncé 40 milliards de baisse des dépenses et 20 milliards de hausse des recettes. En fait, quand on regarde, c'est vraiment se moquer du monde. Le Haut Conseil des finances publiques explique que c'est plutôt 70% de hausse des recettes, donc de matraquage fiscal, et 30% de baisse des dépenses. Et quand on regarde même dans le contenu, en réalité, on voit que les dépenses publiques continuent à augmenter en valeur, elles continuent même à augmenter en volume. Donc en fait, ils ne baissent pas du tout les dépenses publiques, ils font un budget de matraquage fiscal. C'est environ 30 milliards dans le projet initial du gouvernement de hausse de taxes et impôts. Et là-dessus, en fait, leur stratégie, quelle est telle? C'est juste, ils ne siègent pas et ils laissent justement le NFP passer des amendements qui montent le matraquage fiscal, non pas à 30 milliards, mais à plus de 50 milliards d'euros. Et donc, bien évidemment, ils vont faire de la communication, ils vont se servir de ça pour dire ce que propose le budget du nouveau Fonds populaire, c'est inadmissible, c'est un matraquage fiscal, quand bien même ils le font également. Et ils vont dire, dans ces cas-là, nous allons passer le 49.3 et nous allons passer le budget initial par un 49.3. Donc en fait, ils sabotent, contrairement à ce qu'il dit, ils sabotent complètement le débat parlementaire. Et c'est assez dramatique parce qu'in fine, ce sont les Français qui le paieront. Ouais. Vous êtes d'accord, Éric Bocquet, avec cette analyse, ce côté matraquage fiscal du nouveau Front populaire et finalement le parti présidentiel qui laisse faire pour le moment et qui va se servir de ce propre matraquage pour pouvoir dire « regardez, on en fait un peu moins ». Je crois qu'on vient d'employer là en 3 minutes 5 ou 6 fois l'expression matraquage fiscal que l'on entend depuis des années. Moi, je mettrais en face de ça le désarmement fiscal qui a été organisé depuis des décennies par les gouvernements successifs. Je ne vais pas faire l'inventaire complet, mais depuis la diminution des tranches d'impôt sur le revenu, depuis la suppression de la taxe professionnelle, suppression de l'ISF, plafonnement de la taxation des dividendes, suppression de la CVAE, les impôts de production, etc., au bout, il ne faut pas être sorti des grandes écoles de commerce pour comprendre que si on diminue les recettes, mécaniquement, on crée du déficit et donc de la dette. C'est un sujet dont je voudrais qu'on dise un mot. Il faut quand même savoir que l'an prochain, dans le PLF, il est prévu que la France réemprunte 306 milliards d'euros et versera au marché financier 55 milliards d'euros en dividendes. Puisque l'État, vous le savez, ne rembourse jamais sa dette, il la roule. C'est-à-dire qu'on rembourse les emprunts antérieurs par de nouveaux emprunts. Aucune entreprise, aucun particulier, aucun ménage ne se livrait à un tel régime. Et pour l'État, ça fait 50 ans que ça dure. Oui, là-dessus, je pense que Charles-Henri Gallois est d'accord sur le problème de la dette. En revanche, sur comment y remédier, je pense que vous avez une distinction tous les deux. Bien sûr, je pense qu'il y a tout un tas de dépenses publiques complètement inutiles. Moi, j'en ai chiffré à 150 milliards déjà qu'on pourrait économiser très facilement. Je veux bien qu'on puisse parler de justice fiscale et de problèmes de répartition de l'impôt et des taxes, mais enfin dire qu'on n'a pas arrêté de baisser. La France a 48% de prélèvements obligatoires du PIB, on a des niveaux records. Donc de dire qu'il n'y a pas de matraquage fiscal, ça c'est faux. Maintenant, on peut discuter du contenu de ces 48%. Là, effectivement, il y a un débat qui est intéressant, mais en revanche, la problématique, c'est qu'on dépense beaucoup trop. On est à 57% du PIB des dépenses publiques et le gouvernement a cramé la caisse à tous les niveaux dans des dépenses inutiles, au-delà même de ce qu'ils prétendent sur le Covid. Quand vous faites le bouclier tarifaire sur l'électricité qui a coûté 50 milliards d'euros, alors que vous auriez pu revenir
un tarif national de l'électricité, ça aurait coûté 0 € et les factures auraient été 40% inférieures. Ça, c'est un choix idéologique et vous avez cramé la caisse. Quand vous faites les emprunts indexés sur l'inflation, le scandale que j'ai révélé, qui a coûté déjà près de 30 milliards d'euros et il y a encore 60 milliards d'euros en coût latent, ça, c'est ce que j'appelle cramer la caisse. Donc, des dépenses publiques inutiles, il y en a. On pourrait parler du coût de l'immigration. Selon les études, c'est entre 30 et 60 milliards d'euros. Vous avez le coût d'application des normes de l'Union européenne qui s'appliquent aussi aux entreprises publiques et aux administrations. Ça coûte près de 50 milliards d'euros par an. Et pour les administrations, vous êtes déjà, et les entreprises publiques, vous êtes déjà autour de 15 milliards d'euros par an. La contribution à l'Union européenne, vous êtes à 10 milliards d'euros par an. Tout ce qui est cofinancement hors budget, vous êtes à 6 milliards d'euros par an. Les subventions complètement stupides aux énergies renouvelables parce qu'elles sont pas assez rentables, vous mettez 9 milliards d'euros par an et vous faites des nouveaux projets d'éolien en mer pour 120 milliards sur 12 ans. Donc ça va être du 10 milliards d'euros par an. Vous avez aussi le train de vie de l'État, le problème du millefeuille, les régions, vous pourrez revenir à des régions comme simple établissement de coordination entre les départements, vous pourriez économiser près de 6 milliards d'euros, mais bien sûr, il y a des élus là-dedans, donc certains ne veulent pas supprimer ça, il y a beaucoup d'embauches complètement inutiles. Vous avez toutes les agences de l'État, vous pouvez économiser là-dessus très facilement. Il faut savoir que le coût de fonctionnement, c'est 80 milliards d'euros, hein. Vous pouvez économiser très facilement 4 milliards d'euros là-dessus, donc vous avez très facilement en fait à des montants à 100 milliards d'euros sans vraiment toucher au portefeuille des Français de dépenses qui sont inutiles. Et donc, évidemment qu'il y a des économies à faire. Et moi, je suis sidéré, en fait, que dans le débat, notamment et en particulier la Macronie et le nouveau Front populaire, ils ne parlent que d'augmenter les recettes, mais il n'y a quasiment rien sur le volet des dépenses. Alors que quand on a un niveau record de prélèvements obligatoires, certes, on peut se poser des questions de justice fiscale, mais il faudrait déjà penser à supprimer toutes les dépenses inutiles. Et malheureusement, à l'Assemblée, il n'y a que le RN pour le moment qui pointe cela. Alors, Éric Bocquet, beaucoup d'éléments là qui ont été évoqués. Je voudrais avoir justement votre analyse sur l'équilibre que l'on pourrait trouver en France entre la dépense et la recette. Vous dites que visiblement, on n'a pas encore assez de taxes et d'impositions, enfin qu'on pourrait aller chercher plus loin. Mais on va revenir sur le sujet. Mais du côté de la dépense, vous êtes d'accord quand même qu'il y a des dépenses qu'on pourrait éviter? Écoutez, moi, je ne sais pas si M. Gallois a mis les pieds un jour dans un hôpital public, dans une université où les étudiants font la queue pour s'alimenter aujourd'hui. Il y a un établissement hospitalier dans mon coin où les laborantins sont en grève parce qu'ils ont des problèmes de salaire et de moyens humains. Moi, je veux vraiment qu'on m'explique, M. Gallois, où vous pouvez supprimer des emplois. Il faut m'expliquer très tranquillement. Et puis, vous parlez du RN à l'Assemblée nationale. Je constate quand même qu'il s'est abstenu sur le volet recettes du projet de loi de finances de la sécurité sociale hier. Donc aujourd'hui, il est clair que ce gouvernement est non seulement sous le regard bienveillant ou malveillant des marchés financiers qui achètent les titres de dette, mais il est aussi politiquement sous le contrôle du Rassemblement national qui décidera le jour venu d'appuyer sur le bouton pour faire tomber ce gouvernement. Donc, il faudrait lever certaines ambiguïtés de ce côté-là, je crois. Ouais, bon. Alors, Charles Gallois, réponse peut-être à Éric Bocquet concernant les hôpitaux et en effet les moyens les besoins de moyens qu'on peut voir, que ce soit dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police, à l'hôpital ou encore à l'école. Mais en fait, là encore, c'est très démagogique parce que c'est pas parce qu'il y a des dépenses inutiles d'un côté que ça veut pas dire qu'il faudrait pas augmenter, par exemple, dans les hôpitaux. Ça veut pas dire qu'il faudrait pas supprimer du personnel administratif dans les hôpitaux pour mettre justement plus de soignants ou pour augmenter les soignants. En fait, c'est un raisonnement qui est démagogique. Évidemment que les Français, justement, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils payent de plus en plus pour des services publics qui ne cessent de se dégrader. Et ça, c'est un véritable problème et ça montre bien que l'argent n'est pas employé au bon endroit. C'est pour ça qu'il faut déjà supprimer les dépenses inutiles et réallouer l'argent là où il y en a besoin. Ouais. C'est exactement ce que je disais. Dans le régalien. Et pour ce qui est de la stratégie du RN, le RN, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il ne ferait pas de censure a priori. Pourquoi? Parce que ça ne sert absolument à rien. Si vous faites une censure a priori, de toute façon, ils passeront le budget par ordonnance. Le RN essaie tant bien que mal de faire bouclier. C'est notamment le parti qui se bat contre les hausses justement de taxes et impôts. Et il se battra jusqu'au bout là-dessus. Maintenant, si ça se termine par un 49.3, le plus probable, c'est que le RN vote également la censure. Donc, en fait, il y en a qui sont dans une posture de
constructif d'essayer de protéger les Français plutôt que de faire de la communication. Mais c'est sûr que c'est bien plus simple de dire on censure a priori alors que ça ne sert absolument à rien. Éric Bocquet, quand même sur le sujet de la fiscalité, vous êtes d'accord que, on voit de toute façon les faillites d'entreprises aujourd'hui qui battent des records encore cette année. Bien sûr. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord sur l'idée que les petites et tout petits entrepreneurs sont asphyxiés par la fiscalité également? Oui, je suis entièrement d'accord avec cette idée. Artisans, PME, PMI paient un impôt société à 25%, quand les grands groupes, avec tous ces systèmes d'optimisation, avec les conseils avisés de cabinets conseils, d'audit et compagnie, sont taxés à 8-9% en moyenne. Là, il y a une injustice flagrante. Oui. Moi, je suis pour qu'on encourage effectivement les PME, les artisans, pourvoyeurs d'emplois et d'activités sur les territoires. Là aussi, il y a une injustice flagrante au niveau fiscal. Il est temps que les grands groupes soient remis au parfum et contribuent à l'intérêt général. Vous savez, les impôts et les taxes, ce n'est pas du gaspillage. Les prélèvements obligatoires, c'est du salaire différé. C'est la santé demain, c'est la retraite après-demain. C'est ça, en fait. Ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. C'est de l'argent pour faire société. Et sans impôts, sans contribution juste de chacun, il n'y a pas de société. Et c'est un retour à un monde de la jungle. C'est ça qu'il faut éviter. Et c'est de ça que la République souffre aujourd'hui, avec les tensions que ça génère. Ici et dans le monde, on le voit d'ailleurs. Alors, j'ai deux questions pour vous encore, Éric Bocquet, avant de donner parole à Charles-Henri Gallois à ce sujet, pour réagir à ce que vous dites. D'abord, vous savez très bien que vous dites, en fait, c'est plutôt du côté des grandes entreprises, des multinationales qu'il faut les chercher, mais vous connaissez très bien leur stratégie, vous avez travaillé dessus, vous avez fait des commissions dessus d'optimisation fiscale. C'est aujourd'hui, ça n'est pas illégal, donc c'est très très difficile d'aller les chercher sur le sujet. Et à partir du moment où elles ont des satellites ailleurs et qu'elles aillent chercher une fiscalité avantageuse, on a du mal à aller, nous, Français, les récupérer. Donc, comment faire? Première question. Et deuxième, est-ce que finalement... j'ai oublié ma deuxième question, on va commencer sur la première. Écoutez, si les pratiques d'optimisation, parce que ça c'est le terme joli pour parler d'évasion, sont légales, il faut changer la loi. Oui. Il faut changer la loi. Bon, on le fait pas. Deuxième point, il y a un exemple récent qui montre que c'est possible quand la bataille est menée. L'Union européenne, Margrethe Vestager en l'occurrence, a réussi à faire payer au groupe Apple 13 milliards d'euros que le groupe devait à l'Irlande, à la République d'Irlande. 13 milliards, c'est un quart du budget de la République d'Irlande. Parce que Apple a son siège Europe à Dublin, non pas parce qu'ils aiment la Guinness, mais parce qu'ils aiment les impôts. Et l'impôt société en Irlande, il est à 12,5%, vous le savez. Et avec toute cette pratique d'optimisation, il est effectivement facialement à 0,005%. Voilà une injustice. Ça, c'est les États qui font la loi jusqu'à nouvel ordre. C'est à l'État de fixer la loi fiscale et au Parlement de l'imposer. Et après, il faut des coopérations au niveau international et au plan de l'Union européenne. L'Union européenne est tout à fait hypocrite sur le sujet, puisqu'elle considère qu'en son sein, il n'y a aucun paradis fiscal. En disant ça, vous réglez le problème. Il n'y a pas de paradis, donc il n'y a pas de combat à mener. Moi, je dis si, il y a des paradis fiscaux en Europe, l'Irlande en est un, le Luxembourg en est un autre. Oui, alors ça, en plus, vous m'avez fait ma transition pour ma deuxième question, et Charles-Henri Gallois, ensuite, je me tournerai vers vous. Vous avez dit que c'est à l'État de passer ses lois, notamment pour lutter contre, entre guillemets, l'optimisation fiscale. Mais justement, cet État qui aujourd'hui, on peut le dire, a pris des décisions qui nous ont plombés, que ce soit le quoi qu'il en coûte, que ce soit le fait de rompre les partenariats avec la Russie, de ne pas vouloir sortir du marché européen du gaz et de l'électricité. Tout ça, ce sont des choses qui nous coûtent à nous, Français, tous les jours. Aujourd'hui, qui ont aggravé notre dette, qui font qu'on doit être prélevé aujourd'hui plus. Est-ce que c'est normal que ce soit les Français qui payent pour ça, les Français ou les entrepreneurs qui payent également pour ces dettes, alors qu'en fait, un jour ou l'autre, il faudrait peut-être que les responsabilités... Là, on a l'impression que c'est facile, en fait. À chaque fois qu'ils prennent des décisions, même si elles sont parfois injustifiées, c'est toujours aux Français d'aller... Enfin, on va toujours chercher cet argent un peu plus loin dans le portefeuille des Français. Est-ce qu'on n'a pas, à un moment donné, et c'est aussi le rôle des parlementaires, à demander au gouvernement de rendre des comptes sur ce qu'ils ont fait? Entièrement d'accord. Vous parlez de l'exemple de l'électricité, il est excellent cet exemple. Qui a ouvert le marché de l'électricité au niveau européen? Qui fait qu'aujourd'hui l'électricité est une marchandise? Comment a-t-on pu, avec le système de l'Arenh, imposer à EDF de vendre à ses concurrents une énergie moins chère que son coût de production?
concurrents qui eux-mêmes la revendent beaucoup plus cher. Bah et oui. effectivement, au bout, c'est l'abonné, c'est le consommateur qui paye. Là, ça fait des années que notre groupe à l'Assemblée et au Sénat se bat là-dessus. Mon collègue Fabien Gay est très pointu sur ce sujet. Vous devriez l'inviter, ça serait intéressant. Et le marché de l'électricité a été un choix politique de l'Union européenne, effectivement, que nous combattons, comme beaucoup d'autres, comme le CETA, par exemple. Voilà. Cette Europe est une Europe libérale du marché libre et sans concurrence. Alors, Charles Gallois, même question finalement sur la responsabilité de l'État. Et puis, puisqu'on a l'impression que les partis n'arrivent pas à se mettre d'accord à l'Assemblée, visiblement, on le voit déjà entre vous, sur les questions de fiscalité, d'impôts, de dépenses ou recettes, est-ce qu'on ne pourrait pas au moins se mettre d'accord pour mettre le gouvernement face à ses responsabilités? C'est aussi le rôle de contre-pouvoir du Parlement. Oui, juste un point là-dessus. Enfin, je veux bien que le Parti communiste se soit opposé à ça, mais je rappelle que quand la gauche a été au pouvoir, à chaque fois, ils ont avalisé tous les épisodes de libéralisation de l'Union européenne. Donc ça m'amuse que maintenant, il y a une alliance du nouveau Front populaire, mais à chaque fois, en fait, la gauche au pouvoir se couche face à l'Union européenne. Et donc se couche face à la libéralisation de tous ces marchés. Ce qu'on pourrait faire, de toute façon, il est clair que ce soit, et là je suis d'accord avec monsieur le sénateur, sur la question des GAFAM et de l'impôt, mais ça ira qu'avec un affrontement avec l'Union européenne, parce que même les décisions d'amende vis-à-vis de l'Irlande, il faut savoir que la plupart du temps, la CJUE casse les décisions. On l'a vu notamment récemment avec Facebook, tout simplement parce que le droit européen permet cela. Donc, c'est-à-dire que pour récupérer cet argent, cette optimisation, en fait, que font les GAFAM par deux biais, c'est-à-dire qu'il y a deux dimensions. À la fois, ils facturent directement depuis l'Irlande pour baisser la facturation en France. Et en plus de ça, ils vont mettre des types management fees ou autres qui vont facturer de la filiale irlandaise à la filiale française pour baisser le résultat avant impôt en France. Et donc là, ce sont des milliards et des milliards d'euros qui manquent. Donc sur cet aspect-là, je suis d'accord, mais ça ne veut pas dire encore augmenter la fiscalité comme ce que propose le NFP au Parlement. Ça va tout simplement récupérer ce qui doit être dû et ce qui doit être payé. Et ça, c'est un véritable scandale qui implique effectivement d'affronter l'Union européenne. Et il y a beaucoup d'argent à récupérer là-dessus, ce qui permettrait d'ailleurs de baisser par ailleurs les taxes et impôts sur les classes moyennes et populaires pour plus de justice fiscale, parce que voyez-vous, moi je ne suis pas pour augmenter le taux de prélèvement obligatoire, contrairement à mon interlocuteur. Ouais. Mais là, vous parlez de l'Union européenne, on peut même aller interroger tout de même, sans même l'Union européenne, les dernières actions du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Bien entendu, je l'ai fait, le quoi qu'il en coûte, je l'ai dit. J'ai parlé des emprunts d'excession inflation, j'ai parlé justement du bouclier tarifaire. On peut parler du coût annuel vis-à-vis de l'Union européenne qui ne cesse de monter. On aurait pu profiter du plan de relance de l'Union européenne pour négocier des rabais comme le font tous les pays. Non, la France continue de payer en plus les rabais de l'Allemagne, des Pays-Bas ou autres. On devrait baisser drastiquement notre contribution à l'Union européenne. On pourrait parler du plan de relance de l'Union européenne qu'on n'a pas commencé à payer, mais qui est un véritable scandale parce qu'à l'heure actuelle, ça baisse artificiellement en fait le déficit parce qu'on reçoit les fonds. On va recevoir en tout 40 milliards. On a déjà reçu un peu plus de 32 milliards, sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est que la France va devoir payer 117 milliards d'euros qu'on va rembourser entre 2028 et 2058. Donc pendant 30 ans, c'est à peu près 4 milliards d'euros par an en plus. C'est un véritable scandale, c'est un accord qui est complètement perdant pour la France. Il n'y a aucun chef d'entreprise, un tant soit peu sain d'esprit, qui aurait signé ça, même un demeuré ne l'aurait pas signé. Emmanuel Macron, lui, l'a signé au détriment complet des intérêts de la France, juste au nom de l'Union européenne. Donc effectivement, il y a beaucoup d'erreurs comme ça, beaucoup de dépenses induites du gouvernement. Et moi, je ne parlais pas du tout de toucher aux cotisations sociales, de toucher aux services publics ou autres. Je dis qu'il y a des dépenses complètement inutiles et qu'on peut baisser. Celles-là en font bien évidemment partie. Oui, c'est clair. Éric Bocquet, à ce sujet, est-ce que finalement, vous n'êtes pas d'accord sur le fait que oui, il faut préserver le régalien, la sécurité, la santé, les hôpitaux, etc. Mais il y a peut-être aussi des dépenses à aller chercher, on l'a dit, dans les millefeuilles administratifs, dans les communautés de communes, voilà, les conseils régionaux, etc. Enfin, on sait quand même qu'il y a une suradministration en France qui pèse énormément et qui d'ailleurs vient chercher les ressources et les ressources qui étaient à l'origine allouées aux personnes qui travaillent sur le terrain. Vous savez, il y a quelques années, avec la réforme territoriale, il y en a eu 2, 3 successives. Voilà, on a créé de grandes régions, on a créé de grands cantons, en disant justement, en mettant en avant l'aspect, y compris économique, qui allait être réalisé avec ces regroupements. Je demande
sincèrement qu'on me produise un rapport qui prouve qu'effectivement on a dégagé Je quelques pense que c'est recettes. l'inverse. Ah non, ça a été fait. En fait, c'est l'inverse. Ça coûte Bah oui. plus cher. Non, mais voilà. Vous avez raison. Ça Mais coûte plus cher. souvenez-vous, on nous a vendu l'affaire Bien en disant, sûr. vous allez voir, on va Ouais. faire des économies. Exactement. Alors c'est tout à fait l'inverse qui s'est passé, entièrement d'accord, avec des transferts de compétences notamment. Franchement, c'est pas de ce côté-là que les économies sont à faire. Vous savez, notre République est malade, là. Il y a un mal-être profond, il y a une crise démocratique Ça, dans c'est ce certain. pays. Oui. Vous voyez bien la défiance vis-à-vis des élus. Moi, je suis élu, mais c'est pas mon métier. J'étais enseignant dans ma vie. J'ai exercé avec bonheur un mandat. Je suis encore conseiller municipal dans ma commune. On a besoin d'élus. On a besoin de communes, quelle que soit leur taille. C'est là où les gens vivent. C'est là où les gens peuvent interpeller les élus qui gèrent leur quotidien. Mais bien sûr. Voilà. Donc, je veux dire, c'est presque le dernier point de repère, sans exagérer, dans le quotidien des gens, dans la proximité. C'est pas là où on va faire des économies. Moi, je crois que la porte d'entrée de la République, c'est la commune, quelle que soit sa taille, qu'il y ait 300 habitants ou 20 000. Je crois beaucoup à ça. Alors après, que les collectivités aient du mal à assumer leurs compétences, voyez un peu la situation des départements. 2/3 des départements sont pratiquement en dépôt de bilan, si c'était une entreprise. Vous voyez, donc il y a un vrai sujet par rapport à ça. Ils ne gaspillent pas leur argent, ils n'arrivent plus à faire face à la pauvreté, à la solidarité, à la gestion du handicap, etc. etc. C'est là qu'il faut regarder. Il faut que les services publics soient plus efficaces. Et aujourd'hui, effectivement, moi je suis inquiet du manque d'efficacité, non pas parce que les gens ne travaillent pas, parce qu'ils n'ont plus les moyens d'assumer les missions qui sont les leurs. Alors quelle est votre solution à vous, entre guillemets, Éric Bocquet, pour pouvoir redresser la barre, sachant qu'on ne peut plus écraser plus les Français? Enfin, je pense que là-dessus, vous êtes d'accord. Tous les Français qui payent des impôts sont déjà écrasés par les impôts. Ils ont énormément de mal à s'en sortir, avec en plus l'inflation de l'autre côté, etc., le prix de l'énergie. Il y a un problème de partage des richesses dans cette société. Regardez un peu l'évolution des patrimoines depuis l'arrivée de M. Macron, mais ça a commencé un peu avant. Le patrimoine des milliardaires de France a doublé en 7 ans. Il est passé de 400-500 milliards à plus de 1000 milliards d'euros. Voilà. Il y a un problème de répartition de la richesse, un problème de faiblesse des salaires, de faiblesse des retraites. Si vous donnez un peu plus d'argent aux salariés, aux retraités, ils ne vont pas aller spéculer en bourse, ils vont consommer, ils vont faire tourner la mécanique, ils vont faire rentrer de la TVA. La TVA, c'est la première ressource fiscale de l'État, plus de 100 milliards. Ça, on est au courant. Plus que l'impôt société et plus que l'impôt sur le revenu. Voilà. Donc, si les gens ont plus d'argent, ils consommeront, ils font tourner la mécanique. Alors après, il y a un chantier immense devant nous. Vous savez, moi, je n'ai pas la solution coup de baguette, je ne suis pas magicien, mais il faut reconstruire la souveraineté fiscale et budgétaire de l'État. Et il faut mettre fin à cette dépendance au marché financier qui s'engraisse de notre dette. Je le dis, il s'engraisse de notre dette. Ça va jamais. On est dans la dette pas perpétuelle, là. Et les marchés financiers qui font semblant de s'émouvoir de notre taux de prélèvement et de dépenses publiques sont les mêmes qui s'engraissent de la dette chaque année parce qu'ils ont une rente garantie l'an prochain de 55 milliards d'euros. 55 milliards d'euros, c'est le 2e budget de la France. Oui, ça c'est important. Charles-Henri Gallois. Écoutez, moi je pense que c'est bien gentil de dire ça, mais il y a des réalités économiques. C'est-à-dire que vous pouvez augmenter la consommation. À l'heure actuelle, vous consommerez du Made in China. Le gros problème de la France, c'est un problème de production. C'est-à-dire que si vous ne relocalisez pas, si vous ne réindustrialisez pas la France, il n'y aura pas de prospérité en France, au-delà même d'une question de partage des richesses. Et ça, vous n'aurez pas de réindustrialisation si vous n'avez pas une économie, une énergie bon marché. Donc ça implique évidemment de revenir à un tarif national d'électricité, ça implique de réinvestir dans l'énergie nucléaire et ça implique aussi de faire du protectionnisme intelligent et donc d'affronter l'Union européenne, parce qu'il ne faut pas se leurrer, quand vous avez des pays où les salaires sont à des années-lumière de la France, les deux composantes de énergie et coût du travail sont très importants. Donc il faut à la fois un protectionnisme intelligent et il faut une électricité bon marché. Si on veut réindustrialiser la France, il faut savoir que pour un emploi industriel, vous avez 3 à 4 emplois de services qui sont liés. Et ça, c'est très important parce qu'en plus, c'est bien gentil de parler du patrimoine, mais la plupart du temps, c'est des patrimoines sous forme d'actions. C'est pas du tout de l'argent qui tombe comme ça. Je pense que la réalité, ce qu'il faut, c'est qu'il faut à nouveau produire en France. Et si vous n'avez pas cette production, en fait, vous pouvez réinjecter tout l'argent que vous voulez. En fait, comme la relance de Mitterrand en 81, l'argent, il part à l'étranger parce que les gens consomment des produits étrangers parce qu'on ne produit plus en France. Donc, il y a un vrai problème de production. Et je pense que c'est par la production, en fait, qu'on relancera la France. Et là, on est dans une situation absolument dramatique. Vous en avez parlé. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat des Français, il y a encore eu les chiffres de 2023 de l'INSEE, a encore diminué.
Les salaires n'augmentent pas du tout au même rythme que l'inflation, contrairement à tous les mensonges de Bruno Le Maire. Et en plus de ça, les Français qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, on va encore leur faire du matraquage fiscal. Mais évidemment que ce n'est pas tenable. Donc il faut faire deux choses. Il faut baisser la dépense publique inutile et il faut reproduire à nouveau dans ce pays. Sinon, on ira bien évidemment droit dans le mur. Mais Charles-Henri Gallois, pour privilégier, donc si j'ai bien compris, c'est votre priorité, la production française, vous l'avez dit, il y a évidemment cette notion de coût de l'énergie qu'il faut pouvoir redresser la barre de ce côté-là, mais, et ce ne serait pas très compliqué. Deuxième point, peut-être aussi privilégier la production française. Est-ce que ça passe Bien par sûr. une nouvelle forme de douane ou de contrôle ou de limitation aux frontières ? Bien sûr, mais vous ne devez pas le faire de manière complètement stupide et uniforme, notamment sur tous les produits qu'on ne produit plus, parce que sinon vous allez là aussi casser le pouvoir d'achat des Français. Il faut vraiment le protectionnisme intelligent, ça veut dire filière par filière. Moi, j'ai ciblé déjà 9 filières, 3, on pourrait très facilement relocaliser dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'équipement ou tout ce qui est agroalimentaire. On pourrait relocaliser de façon assez facile parce qu'on a déjà le savoir-faire, les équipements. Et après, vous devriez reconquérir des filières au fur et à mesure, donc c'est-à-dire mettre des droits de douane vis-à-vis de certains pays sur ces filières, pour ce qui est des secteurs d'avenir, comme ce qui est le numérique, la robotique, c'est évidemment qu'on devrait également le faire. Pour tout ce qui est également aérospatial, tout ce qui a trait à la défense, tous ces secteurs-là devraient être sanctuarisés et on devrait relocaliser un maximum, mais malheureusement, ça n'est pas fait. Et quelque part, on voit même qu'on va dans le sens inverse avec tous les précédents, Alstom, la TECOR, Alcatel, maintenant le Doliprane. Enfin, vous avez une liste longue comme le bras et malheureusement, non seulement on ne protège pas, mais on se laisse piller. Et je pense que c'est vraiment la clé. Il faut à nouveau produire en France et quand on ne mettra pas les conditions de production en France, vous pouvez faire tout le partage de richesse que vous voulez. Vous êtes dans un pays qui va se paupériser, donc vous pouvez partager la pauvreté. Moi, je pense qu'il faut plutôt créer de la richesse à nouveau dans ce pays comme on a pu le faire pendant des années. Oui, comme vous l'avez dit, non seulement on ne protège pas, mais on peut aller plus loin. Même très souvent, ceux qui participent à la vente, qui ont négocié ces ventes, Prennent des commissions. Prennent des commissions et sont proches ou même au sein du gouvernement. Donc bon, ça pose des questions. Revenons donc sur cette histoire de protectionnisme. Éric Bocquet, là-dessus, vous en pensez quoi ? Réindustrialisation et une forme de protectionnisme. Je suis entièrement d'accord avec M. Gallois, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est une réalité. La France reste une grande nation industrielle, 7e puissance économique du monde. La France a des savoir-faire, a des technologies. Le nucléaire, c'est un atout considérable pour nous. Nous sommes, vous le savez, depuis toujours partisans d'une énergie nucléaire autonome, propre, pilotable. La grande industrie, oui, on est capable de produire des choses. Et je suis d'accord, on va chercher les salaires les moins chers. Vous parliez de l'Union européenne, on parle beaucoup de la Moldavie en ce moment. Je n'ai rien contre la Moldavie, c'est un pays que je respecte beaucoup, mais le SMIC en Moldavie, c'est 46 € par mois. Vous voyez, entre la Moldavie et le Luxembourg, en imaginant que la Moldavie rentre dans l'Union européenne, encore une fois, je n'ai rien contre le peuple moldave, non, mais bien sûr. On aurait une concurrence de 1 à 20 au niveau des salaires. La Moldavie, c'est pas très loin. Moi, je vais envoyer des camions là-bas. D'ailleurs, il y a des groupes français qui sont installés. Lafarge, Orange, ils sont déjà présents. Donc c'est cette logique-là qui nous tue et qui tire tout le monde vers le bas. Moi, je suis pour qu'il y ait une Europe de la coopération mutuellement avantageuse, voyez-vous. Et donc, c'est pas la notion même d'Europe qui est négative, c'est la conception qu'on lui a. On a créé un marché commun en 57. Le simple choix de l'expression marché commun, on n'a pas parlé des hommes et des femmes, on a parlé du marché. Voilà, marché libre, etc., etc. Avec toutes les conséquences que l'on vit aujourd'hui. Oui, je suis 100% d'accord avec cette idée. Réindustrialiser avec nos savoir-faire, nos technologies, l'investissement, la recherche. Et vous citiez l'exemple de Sanofi, mais je crois qu'il est absolument emblématique. Sanofi qui a bénéficié de centaines de millions d'euros de crédit d'impôt recherche. Oui. Entre parenthèses, ça aussi, c'est dans la dépense publique. 465 niches fiscales en France qui coûtent 94 milliards d'euros. Tout à l'heure, M. Gallois a cité les chiffres. En voilà un autre. Et Sanofi a été incapable de produire le moindre vaccin quand on avait besoin d'eux, en 2000, au moment de la crise sanitaire. Le pays de Pasteur, c'est quand même pas brillant. Et aujourd'hui, Sanofi est dirigé par M. Oudéa, qui n'est autre que l'ancien PDG de la Société Générale. Oui. Autrement dit, la finance s'occupe de tout, quoi. Mais c'est pour ça que je disais le lien, mari de Mme Oudéa Castéra. Tout comme à l'époque, l'affaire Alstom, on avait la famille, c'était quoi ? C'était l'ancien ministre de l'Agriculture,
j'ai oublié son nom de famille, et c'était sa Guémard. femme. Guémard, voilà, Clara Guémard, qui s'était occupée de la vente General Electric. Donc à chaque fois, on a des liens directs avec le gouvernement en place. Et Alstom, évidemment, on avait aussi un certain Emmanuel Macron. Et c'est là où je reviens à cette question, que moi, je trouve que c'est gravissime, en fait. C'est où sont. Je sais qu'il y a eu une commission d'enquête Alstom, mais qui n'a pas mené à des sanctions. Enfin, de toute façon, c'est pas le but des commissions d'enquête, mais où sont à un moment donné les sanctions de ces personnes qui vendent la France à la découpe et qui vendent nos intérêts directs? Et là, on parle de comment chercher les euros pour pouvoir économiser à gauche, à droite et serrer un peu plus la ceinture des Français, alors qu'en fait, il y en a qui sont à la tête de ce gouvernement, gouvernement après gouvernement, ou alors proches d'eux, femmes, fils, cousins, qui prennent des commissions, vous l'avez rappelé, et qui vendent complètement la France. Et ça, on n'arrive pas à l'arrêter. Donc, à chaque fois, on serre plus la ceinture des Français, et de l'autre côté, il y a des choses terribles qui se font, et on ne fait rien. C'est quand même embêtant. Et moi, encore une fois, je pose la question des parlementaires là-dessus, Éric Bocquet. Vous savez, il y a eu des commissions d'enquête, et c'est d'ailleurs la partie la plus intéressante du travail de parlementaire. La commission d'enquête McKinsey, qui a fait beaucoup parler d'elle, qui a révélé aussi ce choix des cabinets privés à qui on file des centaines de millions pour des rapports à 2 balles, entre guillemets, qui n'ont aucune incidence. Alors après, vous dites, une commission d'enquête, c'est pas un tribunal. Après, il appartient au gouvernement, à l'exécutif, de s'emparer de ça pour demander des comptes, effectivement, parce qu'il y a des responsabilités. Je partage, sans tomber dans le populisme, il y a des gens qui font ces choix au nom d'une certaine efficacité, au nom de la loi du marché, la sacro-sainte loi du marché. Moi, je n'y crois pas. Ce dont les gens ont besoin aujourd'hui, c'est de solidarité, c'est de mieux vivre. Les gens ne demandent pas la lune, ils demandent à mieux vivre et à sortir de la précarité par millions. Donc voilà, oui, il y a des responsabilités. Il y a des choix qui ont été faits par les uns et les autres ces dernières années. Et ces gens-là auraient des comptes à rendre aussi, à mon avis. Mais c'est davantage le système qu'il faut remettre en question que les gens qui le dirigent, même si ce sont les mêmes, évidemment. Charles-Henri Gallois, et le mot de la fin d'ailleurs. McKinsey, les cabinets de conseil, c'est 1 milliard d'euros par an, donc encore une belle économie à faire. Et pour ce qui est d'Alstom, au-delà même du coup, c'est surtout un crime contre la souveraineté nationale, parce que je rappelle qu'Alstom produit entre autres les turbines nucléaires, et de vendre ça à des Américains, en fait, on l'avait vu au moment de la crise en Irak. En fait, vous savez que les porte-avions, les catapultes des porte-avions étaient sous production américaine. Et qu'est-ce qu'ont fait les Américains au moment de l'opposition à la guerre en Irak? Ils ont arrêté toute la vente et la maintenance de ces catapultes, ce qui bloquait en fait la maintenance. Donc c'est-à-dire qu'on a mis dans la main des Américains une partie de notre filière nucléaire, qui est la base et le sacro-saint de notre souveraineté énergétique. Donc c'est un scandale d'État. Et là-dessus, il est dommage que les commissions, effectivement, n'aillent pas encore plus loin. Moi, je pense qu'il y a de la responsabilité là-dedans, et la responsabilité notamment d'Emmanuel Macron. Si on était un pays qui fonctionnait bien, il devrait évidemment y avoir des sanctions exemplaires contre ce type de crime contre la souveraineté nationale. Ouais. On se pose quand même la question aussi du rôle des différents élus. On a dit la commission d'enquête, mais on pourrait aussi entendre peut-être plus de partis s'émouvoir de ce qui se passe, et peut-être interroger là le travail du gouvernement. Et peut-être. Je pense que les partis l'ont fait, mais les partis ne peuvent pas remplacer la justice en réalité. Ouais. D'ailleurs, pas à tout bord politique. Il y a beaucoup de politiques qui se sont emparés de cette affaire Alstom, qui ont été scandalisés, tous ceux qui ont à cœur la souveraineté nationale. Donc c'était assez partagé, mais malheureusement, ce ne sont pas les parlementaires qui peuvent remplacer la justice. Au bout d'un moment, c'est une décision qui doit relever de la justice. Oui, sauf que la justice a ouvert, je crois une enquête, mais qu'on n'a toujours pas eu de résultats sur cette enquête. Merci beaucoup à tous les deux, Éric Bocquet, Charles-Henri Gallois. Éric Bocquet, je rappelle, donc ancien sénateur communiste, vous avez cédé la main, auteur de plusieurs livres sur le sujet, puisque vous étiez à la commission des finances sur le sujet de la finance, de la fiscalité, milliards en fuite, manifeste pour une finance éthique, aux éditions du Cherche Midi, ou encore La dette à perpète, les nœuds d'une bataille idéologique, aux éditions Le Temps des Cerises. Merci encore Éric Bocquet, à bientôt. Et Charles-Henri Gallois, président de Reprenons le contrôle et auteur des illusions économiques de l'Union européenne, aux éditions Fauve. Toxin continue.